Aujourd'hui, c'est ma 2e année d'isolement dans le Vermont. Ici, l'épreuve de la gloire dont me menaçait jadis Akhmatova, j'étais certain de l'avoir passée avec succès. Et je quittais maintenant cette gloire de moi-même, sans difficulté. Quelle délivrance pour l'âme que l'on cesse d'écrire et de parler à votre sujet, que l'on cesse de s'intéresser à chacun de vos gestes, et vivre, enfin, un peu dans une peau humaine normale. Échanger un itinéraire retentissant mais inévitablement court contre un chemin discret et profond. Une vie plus longue, donc. Un gain sur l'axe du temps. Et tous les jours, le travail sur la langue. C'est le bonheur pour un écrivain. Et puis, dans l'histoire russe, je ne veux pas connaître uniquement le XXe siècle, dont j'ai parcouru les décennies sous le fouet. Et puis, il y a bien quelque part de jeunes auteurs à découvrir, à aider. Ceux-là sont sans doute en Russie, alors il faut au moins que je me tienne au courant de ce qui paraît là-bas. Car je suis en vérité un écrivain, pas un homme politique. Et mes amis les plus proches ne sont pas les dissidents, mais les écrivains russes. En attendant, mes fils grandissent. Je les vois en bas, dans la maisonnette près de l'étang. Et le matin, ils viennent me rejoindre pour la prière. Nous nous agenouillons entre les jeunes pousses sur les aiguilles de pin, et ils répètent après moi de courtes prières, et la nôtre que j'ai composée. Puis pour le reste de mes journées, je n'ai rien d'autre à faire que de travailler. Et en effet, je travaille avec ivresse. Les obstacles, les contrariétés du monde extérieur sont déjà recouverts par un nombre incalculable de pages écrites. J'avance. Mais soudain, une invitation. Une invitation à prononcer un discours. À la séance solennelle de fin d'année de l'université d'Harvard. Je pourrais refuser. Je l'ai déjà fait en 1975 et j'ai décliné depuis des centaines d'invitations, mais tout de même, l'endroit sort de l'ordinaire et la résonance pourrait être grande en Amérique. Il y a 2 ans que je n'ai pas pris la parole. Alors j'accepte. La devise de cette université, votre université, est Veritas. Certains d'entre vous le savent déjà, d'autres le découvriront au cours de leur vie. Mais la vérité commence à nous échapper à la seconde même où notre regard relâche sa tension. Elle nous échappe en nous laissant l'illusion que nous la poursuivons toujours. La vérité est rarement douce au palais. Elle est souvent amère. Et ce goût amer, cette amertume, mon discours aujourd'hui ne pourra l'éviter. Mais ça n'est pas un adversaire. C'est en ami que je suis venu vous parler. Mais en rédigeant le discours, une pensée. Pendant des années, je n'avais fait que fustiger, mordre, tailler en pièces le communisme. Mais de ce côté-ci, en Occident, j'avais vu, au cours des dernières années, beaucoup de choses dangereuses, angoissantes même. Je laisse donc s'exprimer sur le papier les nouvelles expressions accumulées en moi. L'éclatement de notre monde. L'éclatement de notre monde, un simple regard rapide suffit pour le saisir. N'importe qui,
peut distinguer deux forces capables de s'anéantir l'une l'autre. Mais le monde est creusé de failles plus nombreuses, plus profondes, plus larges que ce que laisse en croire ce premier regard. Et cet éclatement profond, multiforme, porte en lui un risque de mort si l'on en croit cette vérité ancienne. Que tout royaume divisé contre lui-même, aujourd'hui notre terre, périra. S'il existe un tiers-monde, c'est qu'il y a déjà trois mondes. En vérité, il y en a plus. Nous les distinguons mal parce que notre regard porte depuis un point trop éloigné. En vérité, toute culture originale, si elle est établie depuis longtemps, constitue déjà un monde à part, plein de mystères et d'inattendus pour la pensée occidentale. Tel a été le cas de la Russie durant 1000 ans. Bien que la pensée occidentale ait systématiquement refusé de reconnaître son originalité, elle ne l'a jamais comprise et ne la comprend toujours pas aujourd'hui. Il y a relativement peu de temps encore, comme le petit monde néo-européen se taillait avec facilité des colonies dans le monde, sans prévoir aucune résistance sérieuse, et surtout avec un profond mépris des valeurs que pouvait receler la vision du monde des peuples conquis. Le succès semblait étourdissant, les frontières géographiques n'existaient plus. Le développement de la société occidentale était le triomphe de l'indépendance de l'homme et de sa puissance. Mais soudain, au XXe siècle, on a vu et avec quelle netteté que cette société était fragile et bâtie sur des précipices. Oui, nous voyons maintenant que cette conquête aura été brève et précaire, ce qui veut dire également que la conception du monde qui avait engendré l'entreprise était vicieuse. Maintenant, le rapport entre les métropoles et les anciennes colonies s'est inversé. Il est difficile de prévoir à combien se montera la facture présentée par les anciennes colonies et de dire si l'Occident finira un jour par tout payer, même quand il aura restitué toutes les terres coloniales et cédé de surcroît tous ses biens. Un aveuglement persistant. On pourrait dire le sentiment d'une supériorité illusoire entretient l'idée que tous les pays de grande étendue sur notre planète doivent suivre un développement qui les conduira jusqu'à l'état des systèmes occidentaux actuels, théoriquement les meilleurs et pratiquement les plus attrayants. Et plus encore, tous les autres mondes sont seulement temporairement empêchés par de méchants gouvernants, par de profonds désordres internes, par l'incompréhension, par la barbarie, de s'élancer dans la voie de la démocratie occidentale à parties multiples et de choisir le mode de vie occidental. Et chaque pays est jugé selon son degré d'avancement dans cette voie. En vérité, cette conception est née de l'incompréhension par l'Occident de l'essence des autres mondes qui se trouvent abusivement mesurés à l'aune occidentale. Le tableau réel de développement de notre planète a peu de choses à voir avec cela. Le malaise que l'on ressent devant l'éclatement du monde a donné jour à la théorie de la convergence, c'est-à-dire la convergence entre un Occident plus avancé et l'Union soviétique. Conception flatteuse, mais qui oublie que le développement de chacun de ces deux mondes ne les conduira absolument pas, en aucun cas vers une fusion. Transformer un monde sur le modèle de l'autre ne saurait se faire sans violence, et cette convergence implique que chaque pays adopte les vices de l'autre, ce qui ne présente aucun intérêt
pour personne. Si c'était dans mon pays que je devais aujourd'hui m'exprimer, je choisirais de concentrer mon attention sur les malheurs de l'Orient. Mais, puisque je suis maintenant obligé de vivre ici et que j'ai devant moi un auditoire occidental, il sera plus utile que je présente quelques traits de l'Occident contemporain, tel que je le vois. Le déclin du courage. Le déclin du courage est sûrement ce qui frappe le plus le regard étranger dans l'Occident d'aujourd'hui. Le courage civique a déserté le monde occidental dans son ensemble. Il a déserté chacun des pays qui le composent, chacun des partis, et bien entendu l'Organisation des Nations Unies. Le déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, ce qui donne l'impression que le courage a déserté la société tout entière. Bien sûr, il reste encore beaucoup de courage individuel, mais malheureusement, ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Le fonctionnaire politique, le fonctionnaire intellectuel manifestent ce déclin, cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes, dans leurs discours aussi. Et plus encore, dans les constructions théoriques qu'ils affichent constamment et complaisamment pour prouver que cette manière d'agir, fonder la politique d'un État sur la lâcheté et la servilité, est rationnelle, pragmatique et justifiée. Et ce déclin du courage se trouve souligné avec ironie lorsque ces mêmes fonctionnaires sont pris d'un accès soudain d'intransigeance, voire de vaillance, devant les gouvernements sans force de pays faibles que personne ne soutient, devant des courants menacés partout et par tous et manifestement incapables de rendre un seul coup. Leur langue s'assèche, leurs mains se paralysent devant les gouvernements puissants, devant les forces menaçantes, devant les agresseurs, devant l'international de la terreur. Le déclin du courage a toujours été le signe avant-coureur de la fin. Ne l'oublions pas. Le gouvernement doit être au service de l'homme. L'homme est sur terre pour jouir de la liberté, chercher le bonheur. Tel est le principe que les États occidentaux ont proclamé en se constituant. Mais voici qu'au fil des décennies, le progrès technique, le progrès social ont permis de réaliser ce rêve. Enfin, un État qui assure enfin le bien-être général, enfin. Chaque individu a reçu enfin la liberté tant désirée. Et avec elle, la quantité et la qualité de biens matériels censés assurer son bonheur. Du moins, selon la définition, la conception bon marché qu'on s'en était forgé au fil des décennies. Mais on avait oublié un tout petit détail. Le désir constant d'avoir toujours plus. Et cette compétition active mobilise toutes les forces de l'homme au lieu de favoriser son libre développement spirituel.
Bien sûr. Chacun se voit assurer une certaine indépendance. La majorité dispose d'un confort dont nos pères, nos grands-pères n'avaient pas rêvé. On peut élever la jeunesse dans l'esprit des nouveaux idéaux. On l'appelle à l'épanouissement physique, au bonheur. On la prépare à posséder des biens, de l'argent, des loisirs. Elle s'habitue à une liberté de jouissance presque sans limite. Alors dites-moi au nom de quoi, dites-moi dans quel but certains devraient s'arracher à tout cela, risquer leur précieuse vie dans la défense du bien commun. Surtout dans le cas brumeux où il faut aller dans un pays éloigné, se battre pour la sécurité de son peuple. Même la biologie l'a compris. Il n'est jamais bon pour un être vivant de s'habituer à trop de bien-être. Aujourd'hui, ici, dans la vie occidentale, le bien-être a commencé d'arracher son masque funeste. La société occidentale a choisi la forme d'existence qui lui est le plus commode et qu'on pourrait appeler la vie juridique. Oui, ici, tout conflit reçoit une solution juridique et ce pourrait être d'ailleurs la sanction suprême. Oui, si un homme est juridiquement dans son droit, allez donc lui demander de limiter lui-même ses exigences, de renoncer à ce qui lui revient de droit, allez lui dire qu'il n'a pas complètement raison, allez lui conseiller de consentir un sacrifice ou de courir un risque complètement gratuit, ou comment avoir l'air complètement stupide. L'auto-limitation, lorsqu'elle est librement consentie, est une chose qui n'existe pratiquement jamais. Tout le monde pratique l'auto-expansion jusqu'à ce que les cadres juridiques commencent à émettre de petits craquements. Juridiquement, les compagnies pétrolières sont sans absolument reproche lorsqu'elles achètent le brevet d'une nouvelle forme d'énergie afin de mieux pouvoir l'étouffer. Juridiquement, toujours sans reproche, ceux qui empoisonnent les produits alimentaires afin de prolonger leur durée de conservation. Le public reste libre de ne pas acheter. Mais pour moi qui ai passé toute ma vie sous le communisme, j'affirme qu'une société dans laquelle il n'existe pas de balance juridique impartiale est une chose horrible. Mais une société dans laquelle il n'existe rien d'autre qu'une balance juridique n'est pas elle non plus vraiment digne de l'homme. Une société qui s'est installée confortablement sur le terrain de la loi et sans jamais vouloir aller plus haut est une société qui utilise mal les facultés les plus élevées de l'homme. Le droit est une chose trop froide, trop formelle pour exercer sur la société une influence bénéfique. Et lorsque la vie tout entière est pénétrée par la règle de droit, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme. Et jamais ces béquilles juridiques ne suffiront à maintenir l'homme debout devant les épreuves du siècle qui menacent. La liberté repose aujourd'hui et ici sur un déséquilibre. Un déséquilibre
entre la liberté de bien faire et la liberté de mal faire. Ainsi, un homme politique qui veut entreprendre une œuvre créatrice d'importance se retrouve contraint d'avancer à pas prudents, voire même timides, tant il est harcelé de milliers de critiques hâtives, irresponsables. Il doit justifier chacun de ses pas et en démontrer la rectitude absolue. Il est dès lors exclu qu'un homme sortant de l'ordinaire et qui voudrait prendre des mesures insolites et inattendues puisse jamais prouver de quoi il est capable. Ainsi, sous prétexte de contrôle démocratique, on assure en vérité le contrôle de la médiocrité. La vie conçue sur ce mode juridique se révèle incapable de se battre elle-même contre le mal et se laisse ronger peu à peu. Partout, on peut facilement et en toute liberté saper l'autorité de l'administration, les pouvoirs publics en ressortent affaiblis. La défense des droits de l'individu est poussée jusqu'à une telle extrémité que la société elle-même se retrouve désarmée devant certains de ses membres. Il est temps, en Occident, d'affirmer les devoirs des gens autant que leurs droits. Au contraire, la liberté de mal faire, cette liberté destructrice, cette liberté irresponsable, a vu s'ouvrir à elle les champs les plus vastes, infinis même. Et que dire des sombres espaces où se meut la criminalité à proprement parler. Les cadres juridiques très larges, particulièrement en Amérique, sont pour l'individu un encouragement non seulement à exercer sa liberté, voire à commettre certains crimes, car ils offrent aux criminels la possibilité d'échapper au châtiment ou de bénéficier d'une indulgence imméritée grâce au soutien de milliers de voix qui s'élèvent en sa faveur. Et lorsque les pouvoirs publics entreprennent de déraciner vigoureusement le terrorisme, l'opinion les accuse aussitôt de piétiner les droits civiques. Mais attention, la liberté n'a pas dévié d'un seul unique coup vers le mal. L'évolution s'est faite peu à peu. Il semble qu'elle ait pour origine cette bienveillante conception humaniste selon laquelle l'homme, maître du monde, ne porte en lui absolument aucun germe de mal. Et tout ce que notre existence offre de viciés est le fruit de systèmes sociaux erronés qu'il importe de réparer. Étrange tout de même qu'en Occident, où les conditions sociales sont les meilleures, la criminalité est indiscutablement élevée et nettement plus forte que dans la société soviétique, avec toute sa misère et son absence totale de loi. Vous savez, il y a dans mon pays une énorme quantité de détenus qui portent le nom de droit commun. Et dans leur immense majorité, ce ne sont pas des criminels, ce sont simplement des gens qui ont essayé de se défendre avec des arguments non juridiques contre un État sans loi. J'ai depuis longtemps purgé ma peine de camp. Une herbe dense a envahi la tombe de ma jeunesse. Mais nulle part, ni dans les sections culturelles et éducatives des camps,
ni dans les bibliothèques municipales, ni dans aucun tribunal, je n'ai vu de mes yeux, je n'ai tenu dans mes mains, je n'ai pu acheter, me procurer, ni même demander à voir le code qui renfermait les lois de mon pays. Et parmi les centaines d'anciens prisonniers que je connais, aucun n'a jamais vu le code, aucun n'en a jamais tenu un exemplaire entre les mains. La presse. La presse. Et ici, j'emploie le mot presse pour désigner tous les médias de masse. La presse jouit elle aussi de cette liberté. Mais la question est, comment en use-t-elle ? Tout en se gardant de transgresser un cadre juridique et sans mettre aucune véritable responsabilité morale, elle dénature les faits et déforme les proportions. Le journaliste et son journal sont-ils vraiment responsables devant leurs lecteurs et devant l'histoire lorsqu'il leur arrive de donner une fausse information, d'induire en erreur l'opinion publique ou même faire un faux pas à un État tout entier? On ne les a jamais vus faire amende honorable. Dans ces sortes d'affaires, l'État peut-il laisser des plumes alors que le journaliste, lui, s'en tire toujours? Il y a fort à parier qu'il va maintenant, avec un aplomb renouvelé, écrire le contraire de ce qu'il affirmait auparavant. Mais voilà, la nécessité de donner une information immédiate et avec assurance, cette nécessité force à combler les blancs avec des conjectures, à se faire l'écho de rumeurs, de suppositions jamais démenties et qui restent déposées dans les mémoires. Chaque jour, des jugements hâtifs, téméraires, présomptueux ou juste faux embrument le cerveau des auditeurs et ils s'y fixent. Ainsi, elle couronne les terroristes des lauriers d'Hérostrate. Ainsi, elle dévoile jusqu'au secret défensif de son pays. Ainsi, elle viole la vie privée des célébrités parce que tout le monde a le droit de tout savoir. Slogan. Slogan mensonger dans ce siècle de mensonges, parce qu'au-dessus de ce droit, il y a un autre droit perdu depuis longtemps. Le droit qu'a l'homme de ne pas savoir, de ne pas encombrer son âme créée par Dieu, par ses ragots, ses bavardages, ses futilités. Personne n'a besoin de ce flot pléthorique d'informations abrutissantes. Cette hâte, cette superficialité sont la maladie mentale de notre siècle. Aller au cœur des problèmes lui est contre-indiquée. Elle ne retient que les formules à sensation. Et par-dessus le marché, la presse est la principale force des États occidentaux. Mais en vertu de quelle loi a-t-elle été élue? À qui rend-elle compte de ses activités? À l'Est communiste, un journaliste est très ouvertement nommé comme un bon fonctionnaire. Mais ici, encore un trait inattendu pour un homme venant de l'Est totalitaire où la presse est strictement unifiée. En la prenant dans son ensemble, on observe qu'en Occident, la presse dirige globalement ses sympathies d'un seul côté, celui où souffle le vent du siècle. Et cela a pour résultat une certaine unification. Et la liberté sans frein, elle est pour la presse elle-même, pas pour le lecteur. Une opinion ne sera présentée avec un peu de relief et de résonance que si elle n'entre pas trop en contradiction avec l'orientation générale de la presse. L'Occident ne possède pas de censure, bien sûr, mais on y exerce une sélection pointilleuse des idées et des modes. Et les autres, ces idées qui ne sont pas à la mode ne font l'objet d'aucune interdiction, mais elles ne peuvent s'exprimer vraiment ni dans les livres, ni dans les journaux périodiques, ni dans l'enseignement universitaire. Juridiquement, l'esprit des chercheurs est libre.
mais il est investi de tous côtés par la mode. Et sans qu'il y ait besoin, comme à l'Est, de violence ouverte, cette sélection opérée par la mode, ce besoin de tout conformer à des modèles standards empêche les penseurs les plus originaux d'apporter une vraie contribution à la vie publique. C'est ainsi que les préjugés s'enracinent dans les masses. C'est ainsi qu'un pays devient aveugle. Voyez par exemple cette illusion qu'ont les gens de comprendre la situation actuelle du monde. Elle forme autour des têtes une carapace si dure qu'aucune des voix qui nous parviennent des 17 pays d'Europe de l'Est et d'Asie orientale n'arrive à la traverser avant que l'inévitable matraque des événements la fasse voler en éclats. Personne, ici je pense, n'ira me soupçonner d'avoir procédé à cette critique partielle du système occidental, la seule fin de mettre en avant à la place l'idée du socialisme. Non. Armé de l'expérience du pays du socialisme réalisé, je ne pourrais proposer une alternative socialiste à l'Occident. Mais inversement, si l'on vient me demander si je veux proposer à mon pays à titre de modèle l'Occident tel qu'il est aujourd'hui, je devrais répondre avec franchise « Non. Non. Je ne pourrais proposer votre société comme idéal pour la transformation de la nôtre. Étant donné la richesse de développement spirituel acquise dans la douleur par mon pays en ce siècle, la société occidentale, dans son état présent d'épuisement spirituel, ne présente aucun attrait. Et fait incontestable, à l'Est, chez nous, une vie écrasante, complexe, mortelle, a forgé malheureusement des caractères plus forts et plus profonds que la vie occidentale et son bien-être réglementé. Pour cette raison, transformer notre société en la vôtre présenterait sur certains points une élévation, mais sur d'autres, ô combien précieux, un abaissement. Non, une société ne saurait demeurer au fond d'un abîme sans loi comme c'est le cas chez nous. Mais ça lui serait une dérision de rester à la surface polie d'un juridisme sans âme. Une âme humaine, accablée par plusieurs dizaines d'années de violence, aspire à quelque chose de plus haut, de plus chaud, de plus pur que ce que peut lui proposer aujourd'hui l'existence de masse en Occident, et que viennent annoncer, telle une carte de visite, l'écœurante pression de la publicité, l'abrutissement de la télévision, sur le fond d'une musique insupportable. Il est des avertissements symptomatiques que l'histoire adresse à une société menacée ou périssante. Le déclin des arts, l'absence des grands hommes. Mais parfois, les avertissements sont directs, palpables. Le cœur de votre démocratie, de votre civilisation, a été privé d'électricité durant quelques heures. Oui, seulement quelques heures.
Et soudain, jaillissent des foules de citoyens américains, pillant et violents. Regardez là, regardez la minceur de la pellicule, la fragilité de votre structure sociale et son absence de santé interne. Ce n'est pas demain, ni même bientôt qu'elle arrivera. Elle est déjà engagée, la bataille pour notre planète. Le mal universel livre son assaut décisif et fait sentir de toutes parts sa pression. Sur vos écrans, dans vos publications, partout, on ne voit que vers levés et sourires de commande. Mais pourquoi toute cette joie débordante? Tous vos hommes politiques les plus en vue semblent le dire d'une même voix. Entrer dans le domaine de la grande politique, il n'est plus possible de faire jouer les facteurs moraux. Mais voilà, c'est cela, c'est précisément cela, cette confusion du bien et du mal, cette confusion du bon droit et du tort, qui prépare le mieux le terrain pour le triomphe absolu du mal absolu dans le monde. Contre la stratégie mondiale bien rodée du communisme. Seuls pourront s'opposer les facteurs moraux. Les considérations conjoncturelles ne tiendront jamais face à cette stratégie. Au-delà d'un certain degré de complexité, la pensée juridique pétrifie. Elle empêche de voir le sens et les dimensions des événements. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais la démocratie occidentale n'a pas gagné de façon autonome une seule grande guerre au XXe siècle. Chaque fois, un puissant allié continental l'a protégée sans qu'elle ne trouve rien à redire à sa conception du monde. Ainsi, contre Hitler, au lieu de gagner par ses propres forces, qui auraient bien entendu largement suffi, elle a aidé à grandir un ennemi bien pire et autrement plus puissant. Hitler n'aurait jamais possédé autant de ressources, d'hommes d'idées chocs et surtout de partisans bien à lui, au sein même des démocraties occidentales, oui, comme une cinquième colonne, que n'en a eu l'Union soviétique. Mais voici qu'aujourd'hui d'autres voix se font entendre. Tenez, ne devrait-on pas se protéger de la force par une autre force étrangère? Se faire une barrière de la Chine? Ce serait une nouvelle alliance avec le mal. Mais surtout, l'Amérique n'en retirerait qu'un sursis. Mais c'est bien l'Amérique qui se trouverait livrée au génocide lorsque la Chine et son milliard d'hommes se retourneraient finalement contre elle, armés d'armes américaines. Mais aucun armement, aucune armée ne viendront en aide à l'Occident tant que celui-ci n'aura pas surmonté sa perte de volonté. L'armement devient un fardeau lorsqu'on est épuisé spirituellement. Pour se défendre, il faut accepter de mourir et de se sacrifier. Fait rare dans une société élevée dans la culture du bien-être terrestre. Et il ne reste que concessions, sursis et trahisons.
La pensée occidentale est devenue conservatrice. Pourvu seulement que le monde reste tel qu'il est, pourvu seulement que rien ne change. Le rêve des militants du statu quo est le signe d'une société arrivée au bout de son évolution. Les 2 dernières guerres que l'on appelle mondiales, elles en étaient en vérité fort loin. Ont consisté en ceci qu'un tout petit Occident, terre de progrès, s'est lui-même anéanti en lui-même, préparant d'un seul geste sa propre fin. La prochaine guerre, qui ne sera pas nécessairement atomique, je ne le pense pas, peut enterrer définitivement la civilisation occidentale. Mais comment en est-on arrivé dans cette confrontation actuelle si désavantageuse? Dans sa marche pourtant triomphale, comment le monde occidental a-t-il pu tomber dans un tel état d'impuissance? Dans son évolution, où sont les tournants funestes? Où sont les pertes de cap? Nulle part. L'Occident n'a fait que progresser et progresser encore dans une direction sociale déclarée, main dans la main avec le grand et brillant progrès technique, et le voici là, dans son état de faiblesse présent. Alors, il ne nous reste plus qu'à chercher l'erreur, au fondement, à la racine de la pensée des temps nouveaux. J'entends par là la conception du monde qui domine en Occident, née sous la Renaissance et coulée dans les moules politiques depuis l'ère des Lumières. On pourrait l'appeler humanisme rationaliste, ou mieux encore autonomie humaniste parce qu'elle proclame et réalise l'autonomie de l'homme par rapport à tout ce qui est au-dessus de lui. Ou encore autrement, anthropocentrisme, l'homme au centre de tout ce qui existe. Ce tournant, évidemment, était inéluctable. Le Moyen Âge avait épuisé toutes ses possibilités. L'écrasement despotique de la nature physique de l'homme par sa nature spirituelle était devenu insupportable. Et d'un même geste, nous avons bondi de l'esprit vers la matière de façon disproportionnée et sans mesure. La conscience humaniste proclama alors notre seul guide. Elle dénia à l'homme l'existence du mal qui est à l'intérieur de lui et ne lui reconnut plus de tâche plus élevée que l'acquisition du bonheur terrestre. Elle plaça au sein de la civilisation occidentale cette tendance dangereuse à se prosterner devant l'homme et ses biens matériels. Et tous les autres besoins de l'homme, plus délicats et plus élevés, restèrent hors de l'attention des constructions étatiques et des systèmes sociaux. Comme si l'homme n'avait pas de sens plus élevé à donner à la vie. Mais tout de même, dans les premières démocraties américaines également, à l'origine, les droits n'étaient reconnus à la personne humaine qu'en tant qu'œuvre de Dieu. Autrement dit, la liberté n'était confiée à la personne que sous condition, sous une permanente responsabilité religieuse, comme un héritage du millénaire précédent. Mais depuis, la liberté s'est érodée. On s'est définitivement libéré de l'héritage des siècles chrétiens et de leurs immenses réserves de pitié
et de sacrifice. Et tous les systèmes étatiques n'ont cessé de prendre l'aspect d'un matérialisme de plus en plus achevé. L'Occident a donc défendu avec succès les droits de l'homme. Mais l'homme, lui, a vu complètement s'étioler la conscience de sa responsabilité envers Dieu et la société. Et cet égoïsme juridique de la philosophie occidentale s'est définitivement réalisé. Le monde se retrouve dans une cruelle crise spirituelle et dans une impasse politique. Et tous les brillants succès techniques du progrès n'ont pas suffi à racheter cette misère morale du XXe siècle. Le communisme est un humanisme naturalisé. Karl Marx a pu dire cela et cette affirmation n'est pas sans fondement. On peut déceler des pierres communes. La liberté qui s'est affranchie de sa responsabilité religieuse, la concentration sur les structures sociales, l'allure scientifique de ses discours. Comme les Lumières, comme le marxisme. Ce n'est pas un hasard si tous les principaux serments verbaux du communisme tournent autour de l'homme avec un grand H. Monstrueux! Monstrueux rapprochement, vous ne trouvez pas que ce constat de trait commun à la conception du monde, de l'Occident et de l'Orient d'aujourd'hui. Telle est la logique de développement du matérialisme. Le plus grand, le plus attirant, le plus victorieux a toujours été le courant matérialiste situé le plus à gauche et partant le plus conséquent. L'humanisme, qui a entièrement perdu son héritage chrétien, est incapable de tenir bon dans cette compétition. Tant que chaque jour, nous nous éveillons sous un soleil tranquille, nous avons le devoir de mener notre vie chaque jour. Mais une grave catastrophe est en route. La catastrophe d'une conscience humaine anti-religieuse. Cette conscience a fait de l'homme la mesure de toute chose sur la terre. Oui, de l'homme imparfait et jamais exempt d'orgueil, de cupidité, de vanité, d'envie et de combien d'autres défauts. Et ces fautes, dont le prix n'avait pas été estimé au début du chemin, finissent aujourd'hui par se venger. Le chemin que nous avons parcouru depuis la Renaissance a sans doute enrichi notre expérience, mais nous avons perdu le tout, le plus haut, qui fixait autrefois une limite à nos passions, à notre irresponsabilité. Nous avions placé trop d'espoir dans les transformations politico-sociales et on nous enlève ce que nous avons de plus précieux, notre vie intérieure. À l'Est, c'est l'affaire du parti qui la fout aux pieds. Et à l'Ouest, l'affaire du commerce. Mais le plus effrayant, ce n'est pas que le monde soit éclaté, c'est que ces principaux fragments soient atteints de la même maladie. Si l'homme n'était né que pour le bonheur terrestre, il ne serait pas né non plus pour la mort.
mais voués à la mort comme nous le sommes corporellement. La tâche n'en devient que plus spirituelle. Non pas un gorgement de quotidienneté, pas la recherche de meilleurs moyens d'acquisition, mais l'accomplissement d'un dur et permanent devoir pour que tout le chemin de notre vie soit l'expérience d'une aventure avant tout spirituelle. Quitter cette vie en créature plus haute que nous n'y sommes entrés. S'accrocher aujourd'hui aux formules figées de l'ère des Lumières, c'est ça être rétrograde, c'est devenir impuissant dans les épreuves de l'ère actuelle. Oui, l'homme est-il définitivement au-dessus de tout? Ou n'existe-t-il pas, au-dessus de nous, un esprit suprême? Le monde est aujourd'hui à la veille, sinon de sa propre perte, d'un tournant dans l'histoire, comparable au tournant du Moyen-Âge vers la Renaissance. Et ce tournant exigera de nous une flamme spirituelle, une montée vers une hauteur nouvelle, vers un nouveau mode de vie où notre nature physique ne sera plus comme au Moyen-Âge, vouée à la malédiction, mais où ne sera plus non plus foulée aux pieds, comme à l'ère moderne, notre nature spirituelle. Cette montée est un passage vers un nouveau degré anthropologique. Personne sur la terre n'a d'autre issue que d'aller toujours plus haut. И ни у кого на земле не осталось другого выхода, как вверх. Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, Ты снисылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть, и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь через безнадежность сюда, откуда и я смог послать человечеству отблеск лучей Твоих. И сколько надо будет, чтобы я их еще отразил, Ты дашь мне, а сколько не успею, значит, Ты определил это другим. Qu'il m'est facile de vivre avec toi, Seigneur. Qu'il m'est facile de croire en toi. Quand dans la perplexité, mon esprit se dérobe ou défaille, et que les plus intelligents ne voient pas plus loin que ce soir et ne savent pas ce que demain il faudra faire, d'en haut, tu m'envoies la certitude claire que tu existes et que tu veilles à ce que toutes les voies du bien ne soient pas fermées. Sur la crête de la gloire terrestre, je jette un regard étonné sur le chemin qui, à travers le désespoir, m'a conduit ici, à ce point d'où j'ai pu moi aussi envoyer à tous les hommes le reflet de tes rayons. Et s'il faut que je les reflète encore, tu me l'accorderas. Mais si le temps manque, c'est qu'à d'autres tu l'auras assigné.